En me levant, j'ai découvert un clip vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux dans lequel apparaît Monsieur François-Xavier Ngarambe, qui est l'actuel ambassadeur du Rwanda en France et en Italie. Il a pris ses fonctions en 2019. Alors, l'allocution que prononce M. François-Xavier Ngarambe dans cette vidéo est en Kinyarwanda, que je ne maîtrise pas suffisamment pour tout comprendre. Cependant, il y avait des sous-titres en français. Et d'après le contenu de cette vidéo, et d'après les sous-titres que j'ai pu lire, il semblerait que M. François-Xavier Ngarambe, ambassadeur du Rwanda, s'adressait à la communauté rwandaise en Europe, ou du moins dans les pays sous sa juridiction, certainement de France ou d'Italie. Rien de plus normal pour un ambassadeur que de s'adresser à ses compatriotes, notamment en fin d'année ou en début d'année nouvelle. Cependant, ce qui a retenu mon attention dans les propos de monsieur l'ambassadeur, c'est que il semblerait, si j'en crois les sous-titres encore une fois, que cet ambassadeur s'en est pris à, je cite, les ennemis du Rwanda qui passent des journées en nous diffamant, en nous insultant et en nous calomniant. Un peu plus loin dans son allocution, il ajoute, en s'adressant à ses compatriotes, « C'est votre mission principale, de sauver l'image de marque du Rwanda, mais aussi de faire taire, voire de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui veulent salir l'image du pays. Parmi ceux-là, les plus dangereux, vous les connaissez. Ce sont ceux qui relativisent ou nient le génocide. » Si je réagis à ces propos, c'est parce que j'ai eu le sentiment, en écoutant les propos de monsieur l'ambassadeur, qu'il visait particulièrement les critiques, les auteurs, les journalistes peut-être, qui ont eu l'audace d'émettre des propos ou d'écrire des articles ou d'écrire des livres qui ont déplu au régime que représente monsieur l'ambassadeur, le régime de Paul Kagame au Rwanda. Je suis entièrement d'accord avec monsieur l'ambassadeur qu'il conviendrait de donner une meilleure image du Rwanda. Pays où j'ai vécu, pays que j'aime et dont je ne me considère pas un ennemi, loin de là. J'ai encore beaucoup d'amis rwandais, que ce soit au Rwanda même ou au sein de la diaspora rwandaise, fort nombreuse à travers le monde. Mais pour donner une image positive du Rwanda, il conviendrait encore que le régime cesse d'harceler ses opposants. Je pense en particulier à la courageuse Victoire Ingabire Umuhoza, qui après de longues années passées en prison après avoir tenté de se présenter à l'élection présidentielle,
a fini par être libérée, mais elle se trouve en fait en résidence surveillée. Elle est régulièrement convoquée par les services de sécurité rwandais et menacée d'être renvoyée en prison ou pire. Et elle ne peut pas quitter son pays. Pour donner une meilleure image du Rwanda, encore conviendrait-il de cesser d'assassiner, de cesser d'exécuter illégalement. Et là, j'ai une pensée très émue pour l'admirable Kizito Mihigo, rescapé du génocide contre les Tutsis. Remarquable auteur, compositeur, musicien, chanteur rwandais et surtout chantre de la réconciliation et du pardon, que l'on a retrouvé mort dans sa cellule à Kigali il y a près d'1 an, après qu'il eût été arrêté pour avoir tenté de quitter illégalement le pays qu'il ne pouvait pas quitter légalement. Je rappelle que Kizito Mihigo a lui aussi passé de longues années en prison, qu'il a d'ailleurs relaté dans un admirable livre sorti clandestinement du pays et publié malheureusement après son décès. Décès que le régime que vous représentez, monsieur l'ambassadeur, a osé présenter comme un suicide à l'aide des draps de la cellule de Kizito, alors que dans les prisons rwandaises, que ce soit dans les commissariats ou dans les maisons d'arrêt, il n'y a pas de draps. La vérité, monsieur l'ambassadeur, c'est que Kizito Mihigo a été épouvantablement torturé avant d'être assassiné. Voilà quelques exemples de ce qui réellement donne une image détestable de votre pays, monsieur l'ambassadeur. Ce ne sont pas nos écrits. Et là, je pense à Judy River, que je n'ai jamais rencontré, que je ne connaissais pas jusqu'à la sortie de son livre « In Trace of Blood », que j'ai d'abord lu en anglais, puis que j'ai lu en français il y a quelques mois, après que ce livre fut enfin publié en France par les éditions Max Milo. Publication que les autorités rwandaises et certainement les services de l'ambassade du Rwanda à Paris ont tenté vainement d'empêcher en France. Mais la France, avec tous ses défauts, la France n'est pas le Rwanda, fort heureusement, et c'est encore un pays où l'on peut publier librement, tant que l'on ne diffame pas. Et dans ce livre, il n'y a rien de diffamatoire. Judy River, journaliste canadienne, a mené un long travail d'investigation dans l'est de la République démocratique du Congo et également au Rwanda même. Elle a eu des centaines d'entretiens avec des déserteurs de l'armée rwandaise, de l'actuelle armée rwandaise, avec des anciens soldats, avec des survivants d'atrocités, avec des enquêteurs de l'ONU. Et surtout, elle a eu accès à des documents confidentiels issus du tribunal pénal international pour le Rwanda, qu'elle reproduit en annexe dans ce livre. Il s'agit là d'un travail colossal. À aucun moment dans ce livre, Judy River nie-t-elle le génocide qu'ont subi les Tutsis en 1994. À aucun moment. Donc, Judy River
ne peut pas être considérée comme une négationniste, comme le régime de Kigali l'en accuse. Judy Rever replace le génocide contre les Tutsis dans le contexte général de la crise qui a bouleversé le Rwanda et la région des Grands Lacs. Crise qui débuta en octobre 90, près de 4 années avant le génocide, lorsque une faction de soldats ougandais, d'origine rwandaise certes, mais c'était malgré tout une faction de soldats ougandais, a attaqué un poste frontière rwandais pour tenter de renverser ce qui était à l'époque le régime légal du Rwanda, c'est-à-dire le régime du président Juvenal Habyarimana. Cet incident de frontière a été le coup d'envoi d'une guerre épouvantable, faite de massacres commis par les deux camps, faite de coups tordus, avec des assassinats dont on a tenté de faire porter la responsabilité à d'autres afin de décrédibiliser le régime rwandais de l'époque. Et cette guerre, qui avait pris fin temporairement grâce au cessez-le-feu issu des accords d'Arusha, a brutalement repris du fait de l'attentat commis contre l'avion présidentiel qui transportait le président Juvenal Habyarimana et son collègue burundais. Dès que la nouvelle de la mort du président Habyarimana a été connue, une offensive générale a été lancée par les forces du Front patriotique rwandais, rouvrant donc les hostilités et rallumant le brasier de cette guerre. Dès le lendemain de cet attentat, les milices Hutus, les milices extrémistes Hutus, se sont déchaînées pour massacrer les Tutsis et les opposants au régime. Et ce fut donc l'ouverture de cette période épouvantable que j'ai qualifiée de 100 jours de sang, 100 jours d'horreur, durant lesquels des centaines de milliers de Tutsis, mais aussi d'opposants au régime, ont été épouvantablement massacrés. Et durant lesquels, au même moment, le FPR, l'armée du FPR, au gré de son offensive, a également massacré des centaines de milliers de paysans au fur et à mesure qu'il avançait à travers le Rwanda. Donc, ce livre n'est en aucun cas négationniste, au contraire, il révèle la partie cachée de cette épouvantable, de cette effroyable tragédie qui s'est déroulée au Rwanda entre 1990 et 1994. Mais elle va au-delà, bien sûr, Judy Rever, car elle parle aussi des massacres qui ont été commis bien après la prise du pouvoir au Rwanda par le FPR. Les massacres de populations Hutus, en particulier dans le nord du pays, et également, bien sûr, les massacres de ces malheureux réfugiés rwandais qui croyaient être à l'abri au Zaïre et dont les camps ont été attaqués à partir de 1996 et qui furent ensuite, pour les survivants, pourchassés à travers la grande forêt zaïroise ou congolaise et impitoyablement affamés et massacrés au cours de leur exode, de leur terrible exode. C'est tout cela qui est contenu dans ce livre. Et toute personne voulant comprendre l'enchaînement d'horreurs qui
d'abord a conduit au génocide et qui ensuite a suivi le génocide, se doit de lire ce livre et de ne pas tenir compte des accusations diffamatoires qui ont été portées à l'encontre de son auteur. Il est facile de dénigrer un livre quand on ne l'a pas lu. Alors la coïncidence a voulu que moi-même, j'ai sorti un livre à peu près au même moment que Judy River. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler de Judy River. Elle vit au Canada, je vis en Corse. Nous ne nous sommes donc pas concertés. Je n'avais jamais entendu parler d'elle, et ce n'est que bien après la sortie de mon propre livre que j'ai pu lire la version anglaise du sien. Alors, mon propre livre, Rwanda, 25 années de mensonges, publié aux éditions Vincentello d'Istria à Bastia, est en fait une compilation de tout ce que j'avais pu écrire sur le Rwanda jusque-là. Il est sorti en 2018. Et ce livre est donc basé sur mon expérience personnelle au Rwanda et en République démocratique du Congo, mais aussi sur tout ce que j'ai pu apprendre, découvrir depuis. On ne peut pas comparer les deux livres. Je ne prétends pas égaler le travail de Judy River. Mon livre est davantage basé sur mes souvenirs, sur ce que j'ai vécu et sur ce que j'ai compris. Mais il se trouve que nos conclusions sont identiques. Or, je le répète, nous ne nous connaissions pas, Judy River et moi. Ensuite, il y a eu le livre de Charles Onana, qui lui aussi a fait un remarquable travail de recherche dans les archives, notamment dans les archives onusiennes, et qui a centré ses recherches sur l'opération turquoise de l'armée française dans le sud-ouest du Rwanda en juillet-août 1994. Là aussi, je salue le travail de Charles Onana, qui ne peut être accusé de négationnisme. Lui non plus ne nie pas le génocide contre les Tutsis. Donc, en fait, mon propos aujourd'hui est d'expliquer, ou de tenter d'expliquer, que les véritables négationnistes ne sont pas Judy River, ne sont pas Charles Onana, ne sont pas le regretté Pierre Théan, ne sont pas le professeur Retiens et tant d'autres qui sont devenus les véritables bêtes noires du régime de Kigali. Non, les véritables négationnistes, ce sont Paul Kagame et l'équipe dirigeante du Rwanda d'aujourd'hui, qui ne veulent voir qu'une seule partie des victimes et qui ne dénoncent qu'une seule partie des bourreaux, qui voudraient que tous les Rwandais chaque année honorent les victimes Tutsis, alors que parmi ces Rwandais, il y a des milliers et des milliers de gens qui ont perdu des êtres chers, massacrés par l'armée du FPR, et qui n'ont pas la possibilité d'honorer, de commémorer. Enfin, et pour terminer, je m'étonne qu'un ambassadeur, qu'un diplomate puisse émettre de telles menaces. Car quand on fait appel à ses compatriotes pour qu'ils mettent hors d'état de nuire tous ceux qui veulent salir l'image du pays, c'est un véritable appel au meurtre que lance l'ambassadeur du Rwanda en France. Je m'étonne que les autorités françaises, si elles ont eu connaissance de ces propos, n'aient pas convoqué cet ambassadeur au Quai d'Orsay pour lui demander des explications. Je rassure l'ambassadeur du Rwanda, ce ne sont pas ce genre de menaces
qui vont me faire cesser d'écrire ou de parler de ce que je sais au sujet du Rwanda. Et je sais que Judy Rever et d'autres, et le professeur Etienne, et bien d'autres, non plus ne se laisseront pas intimider. Enfin, l'ambassadeur dit que nous passons, enfin je suppose que c'est de nous qu'il parle, des journées en diffamant, en insultant, en calomniant. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit, jamais. Par contre, sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, il ne passe pas une seule journée sans que des individus se cachant derrière des pseudos m'insultent, m'agonisent d'injures, se moquent de mon nom et lancent des affirmations sans preuve me concernant. C'est cela la diffamation, c'est cela la calomnie. Et je ne m'abaisse pas à répondre à ce genre de choses. Je n'ai jamais calomnié qui que ce soit. Est-ce que dire qu'un bourreau est un bourreau est une calomnie? Est-ce que dire qu'une victime est une calomnie? Je ne le pense pas. Et pour moi, je continuerai toujours à honorer, à commémorer, à rappeler le souvenir de toutes les victimes rwandaises, quelle que soit leur pseudo-appartenance ethnique. Et je continuerai, comme je l'ai toujours fait, à dénoncer tous les bourreaux, quelle que soit là aussi leur appartenance ethnique ou politique. Dernièrement, une grande figure des médias français, Madame Natacha Polony, dont je n'ai jamais rien vu et que je ne connais pas, a été poursuivie en justice, car paraît-il qu'elle aurait osé dire à la télévision qu'au Rwanda en 1994, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, elle aurait dit qu'il y avait des salauds des deux côtés. Certes, moi je n'aurais pas utilisé le terme salaud, qui est un terme vulgaire. Et ce n'est pas ce genre de terme que j'utilise dans mes livres. Mais, comment peut-on appeler un bourreau? Comment peut-on appeler un massacreur? Comment peut-on appeler quelqu'un qui massacre des innocents, des femmes, des enfants? C'est effectivement un salaud. Et ce genre de forfait, ayant été commis par les uns et par les autres, par les vainqueurs et par les vaincus, eh bien effectivement, je pense que dans ce cas, Natacha Polony avait certainement raison de dire qu'il y avait des salauds des deux côtés. Voilà, c'est sur ces quelques considérations que je voudrais m'arrêter. J'allais oublier de dire que je suis fier d'avoir reçu l'an passé le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Je l'ai reçu avec d'autres, en particulier avec Kizito Mihigo, qu'il a reçu à titre posthume malheureusement. Je suis fier d'avoir reçu un prix qui porte le nom d'une grande dame, icône de la démocratie, icône de la réconciliation, du pardon et de la paix pour le Rwanda. Et en ce début d'année, ce sont les vœux que je formule. Réconciliation, pardon, paix, voilà ce dont vraiment a besoin le Rwanda. Voilà ce qui pourrait améliorer l'image de ce beau pays que j'aime beaucoup. Je vous remercie et à bientôt.